Pionnier des bâtiments durables au pays, Montagny développe des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance et du bien-être des occupants. Leur raison d'être, créer de la valeur pour les communautés. Montagny, une société de développement en immobilier durable, est fière de présenter la Tournée des villes. Ça va mieux qu'on pense. Bonne écoute! On a été sacré la rue la plus cool en 2022 par le magazine Time Out. Ouais. Quand ça chauffe sur les réseaux sociaux, là, moi je dis souvent à mes élus, là, on s'en va sur le terrain. Quand on sent les paliers de gouvernement supérieur, on sent qu'ils ne comprennent pas l'enjeu. Ils veulent pas m'entendre dire c'est pas moi, c'est le gouvernement du Québec. C'est pas moi, c'est le fédéral puis le provincial. Ouais. Là, ils n'ont pas transféré les fonds. Si on ne l'a pas, on la développe. Ouais. La politique, c'est un sport extrême, puis c'est un sport d'équipe. Quand on verdit, on embellit la ville, puis quand on l'embellit, bien, des fois, on encourage des meilleurs comportements de civisme. On enrichit la biodiversité. On va aussi contribuer à une meilleure gestion des eaux de pluie. Une fille qui est interviewée disait que 70% des problèmes de santé au Québec étaient dus à l'aménagement de nos villes. Ça produit de l'oxygène, ça capte la poussière, ça filtre les polluants. On travaille avec la nature et les services écologiques de la nature. Fait Rendu. il y a des coûts sociaux et environnementaux épargnés par certains investissements. La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense, est fièrement présentée par Montagny. Bienvenue à la série spéciale La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun-Montréal. Tu as la chance d'avoir une des plus belles villes du monde dans ton quartier. La Wellington! La fameuse Well! La fameuse Well! C'est notre fierté à Verdun, la Wellington. On a été sacré la rue la plus cool en 2022 par le magazine Time Out. Ouais, On c'est s'entend, c'est sur un sondage, mais ça découle en bonne partie de la piétonisation de la rue Wellington, piétonisation estivale qui a commencé en 2020 pendant la pandémie. C'était pour soutenir les mesures de distanciation, pour que les gens puissent fréquenter les commerces de la rue Wellington et faire la file sur les trottoirs. Puis comme les trottoirs sont étroits, pour que ça puisse déborder dans la rue. Et c'est devenu une histoire extraordinaire. On est dans la 6e saison de piétonisation. Moi, j'adore Verdun. J'adore quand la rue est fermée. C'est comme si on se sent plus libre de pouvoir marcher puis explorer. Puis bref, on y reviendra sur la piétonisation. Mais j'aimerais qu'on commence en parlant de ta vie politique, en fait. Tu es mairesse depuis 2021. Avant ça, tu as été conseillère pendant 8 ans. Est-ce que tu savais que ça allait être sur ton chemin, la vie politique, ou c'est arrivé un petit peu de nulle part? C'est arrivé de nulle part, vraiment. J'aurais jamais pensé faire de la politique dans ma vie. Je viens pas d'une famille politique. Je suis native de la ville de Québec. Mon père est un ouvrier. Ma mère restait à la maison. J'ai 2 frères, 2 sœurs. Moi, le but de ma mère, c'était qu'on ait un diplôme de secondaire 5 puis qu'on soit dans la moyenne, voire qu'on contribue à faire augmenter la moyenne à l'école. Fait que moi, je suis pas née dans un milieu de performance, pas du tout. OK. Et j'ai eu envie de faire du cinéma, raconter des histoires. Fait que j'ai commencé ma carrière. D'abord, j'ai fait de l'information Radio-Canada. Ensuite, entre le cinéma et l'information, j'ai trouvé ma voie dans le documentaire, le reportage. Et dans un projet documentaire sur la revitalisation du territoire, puis l'aménagement du territoire, là, je me suis dit, entre travailler là-dessus quelques années, qui me permettra pas d'en vivre, ou de m'impliquer à fond dans ma communauté, je me suis installée à Verdun en 2001. Et je suis tombée en amour avec mon quartier. À l'époque, 2001, c'était la veille de la fusion de la ville de Verdun. Ouais. Qui est devenu un arrondissement de la ville de Montréal en janvier 2002. Et là, quelques années plus tard, j'avais envie de m'enraciner plus profondément dans ma communauté, puis participer à la destinée, puis le faire à fond, là. Je fais pas les choses à moitié. Et là, j'ai découvert... Projet Montréal, à l'époque, c'est Richard Bergeron qui était le chef. Un urbaniste, puis très ancré dans l'intégrité. Ouais. Puis on était dans une époque où il y avait donc plein de scandales autour de l'octroi des contrats. Il y avait eu la commission Charbonneau. Puis là, je m'étais dit, OK, là, si simple citoyen, citoyenne comme moi, on ne s'investit pas dans les lieux de pouvoir,
Mais ça restera toujours ceux que j'appelle les vieux de la vieille, qui sont un peu là pour la photo, qui font des fois un peu de rubber stamping, qui fouillent pas à fond les dossiers, qui questionnent pas. Ça, c'était une perception. Je veux pas juger. Non, mais c'était la perception qu'on avait des élus à l'époque. Tu sais, moi, je dis tout le temps, c'était comme le prolongement de la chambre de commerce. Là. Tu sais, c'était des vieux monsieur, là, puis ils se donnaient le pouvoir entre eux. C'était un peu consanguin, c'est ça. Fait que moi, je suis arrivée pas réseautée à Verdun. J'étais pas sur aucun conseil d'administration. J'étais pas connue. J'étais pas une leader de communauté. Là. Moi, j'étais travailleuse autonome. Je faisais mes contrats, mais j'avais un désir d'engagement profond. Puis je me rends compte que j'avais aussi ce désir du collectif. Travailler avec ma communauté, développer la participation citoyenne, la participation démocratique. Alors, je me suis lancée. C'était une année où il y avait 6 équipes. Là. C'était comme tout le monde voulait un renouveau en politique municipale. Je pense que 2013, c'est le début d'une nouvelle génération d'élus citoyens. On voyait que ça commençait. Là. Exact. Et là, j'ai été élue avec 27 % des voix. Là, c'était un vote divisé. Oui. Puis 27, c'était la majorité? Oui, même le maire de l'époque avait aussi... Il n'y a personne qui avait été élu avec plus que 27 % des voix parce que... Donc, tout le monde s'était un petit peu faufilé. Ouais. Et là, le début d'une aventure extraordinaire a commencé. Mais comment on rassemble quand on a 27 % Ça veut dire qu'il y a plus que 70 % qui ne voulaient pas que ça soit toi. Oui, c'est vrai. Comment on fait? Oui, il y avait 6 équipes, donc c'était un vote divisé. Il y a toujours... À Verdun, on a un taux de participation aux élections municipales de 44 %, ce qui, par rapport à Montréal, est bon. Montréal, en 2021, était à 38. Donc, moi, je suis contente de voir qu'au fil des ans, le taux de participation se maintient. Mais c'est sûr que déjà, il y a un défi que les personnes exercent leur droit de vote. Oui. Ouais. Et là, c'est sûr que quand tu as 2 candidatures, ben, tu es élu à 50 % des voix. Mais quand il y en a 6, c'est clair. Là, si tu divises 100 % par 6, ça veut dire que, tu sais, à 25-30 % tu commences quand même à avoir une majorité qui a de l'allure, toute proportion gardée avec le nombre de candidatures. Quand la course se joue à 2, comme j'ai été élue mairesse avec 65 % des voix en 2021. Il y avait 3 candidatures. Fait que c'est ça. Il faut le prendre avec des pincettes. Mais tout ça pour dire que j'ai cogné à peu près 3000 portes pour dire « Salut, j'habite à Verdun ». Puis d'ailleurs, Verdun, là, c'est 2 mondes. Hein? Tu sais, t'as Verdun, moi j'habitais à sa 4e, près de la Wellington. Puis ça n'avait rien à voir que quand j'allais au Provigo à l'île des Sœurs. Là. Tu sais, je veux dire, c'est 2 univers qui... AM/FM. Comment on fait pour rassembler les gens? C'est 2 solitudes, des fois, j'appelle. Oui. Moi, je travaille fort, mais surtout comme mairesse, parce que là, j'avais plus le pouvoir puis les moyens d'imposer une certaine terminologie. Donc, j'ai fait retirer de toutes nos communications en arrondissement et à la Ville de Montréal la dualité Île des Sœurs, terre ferme. Parce qu'on parle des quartiers Wellington de l'Église et des marchés Crawford comme la terre ferme. Ce qui est très pittoresque, qui est très beau, mais on habite toujours sur la terre ferme. Même sur une île, on habite sur la terre ferme. Et donc, c'est sûr que... Oui, puis Montréal, c'est une île en passant. Ben, fait que déjà en partant, ça marche pas comme concept. Nous sommes tous des insulaires, donc c'est pas l'île des Sœurs, la terre ferme. Donc, Verdun compte 3 quartiers. Et 3 quartiers très différents avec des défis et des joyaux aussi. L'île des Sœurs, c'est un haut taux de verdissement, c'est un boisé protégé à perpétuité. C'est autre chose que Wellington de l'Église, comme la 4e avenue Wellington, où là, on a plus d'enjeux d'îlots de chaleur, de pauvreté, de propreté, mais on peut tout faire à pied, on peut aller à l'hôpital à pied, on va patiner à pied, on fait tout à pied, on va sur la Wellington, on a 3 stations de métro. Donc, c'est juste de composer avec ce qu'on a. Puis moi, j'ai amené une vision plus d'équité territoriale, de dire, ben peu importe où est-ce qu'on habite à Verdun, on trouvera en toute saison au moins 3 activités de sport, loisirs, culture, organisées ou libres. Et donc, cette promesse d'équité, de dire tout le monde aura accès à un espace vert de qualité à moins de 10 minutes à pied de sa maison. Même, il y aura accès à une poubelle publique à 250 mètres maximum pour dire... Ben bravo! Laisse pas ton petit sac à crotte n'importe où. Garde-le, là, tu vas le trouver en 5 minutes de marche, ta poubelle. Avez-vous les multiples voies? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste une poubelle ou il y a aussi récup ou compost? On a un peu de récup sur la rue Wellington puis dans les parcs, mais on travaille plus le secteur résidentiel parce que si on le fait pas bien à la maison, on le fera pas bien dans la rue. Vous avez encore des sacs, hein, Verdun, vous autres? Oui, on a encore les sacs bleus. Dans les derniers? Dans les derniers, oui. Ça va-tu marcher, les bacs, chez vous? Bien, ça va marcher.
Ouais. Moi, je crois à la capacité d'adaptation, puis je crois aussi que, autant comme élu que comme citoyen, on fait du chemin dans notre tête. C'est clair. Des fois, on est contre l'arrivée d'une nouvelle mesure ou un changement, puis on est capable de s'adapter. 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, on se rend compte que c'est plus un sujet. Ben oui. C'est sûr que c'est pratique, les sacs de plastique, mais bon, là, on a annoncé qu'on va passer 100% au bac, puis on va trouver des solutions. Ça a été quoi ton plus gros défi en tant que mairesse dans ton mandat? Je dirais que c'est la pression. Ah On a beaucoup de pression. Quand on entre le rôle de conseillère municipale et celui de mairesse, c'est la pression. C'est quoi la pression? Parle-moi de pression. C'est le carrefour. C'est le carrefour de toutes les doléances. Le travail d'élu, c'est un travail multifacette. C'est extraordinaire. On est sur le terrain, on rencontre plein de monde, mais en même temps, il y a des moments où on est assis, on lit nos dossiers, on réfléchit, on pense à une décision qu'on doit prendre en conseil. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? C'est quoi mes questions? Comment je vais l'expliquer à la population? Quand on arrive à la mairie, mais là, on travaille avec son conseil, on veut que les élus, les conseillers se sentent bien, ils se sentent épanouis dans leur rôle, qu'ils sentent qu'ils ont assez de responsabilités. Puis en même temps, il faut mobiliser la direction d'arrondissement, le comité de direction, les employés, la population, les organismes. On fait partie d'un caucus aussi. Il y a les médias, il y a des fois ce qu'on voudrait que... Il y a aussi la séparation des pouvoirs où moi, j'ai certaines attentes vis-à-vis des fois les policières et policiers. Fait que là, je suis toujours en train de penser, OK, comment je vais l'amener? Je veux passer par la direction d'arrondissement. Ça s'inscrit dans quelle orientation? Je veux pas faire d'ingérence, mais j'ai besoin de sentir que à tel endroit, il y a plus de surveillance et tout ça. Donc, c'est vraiment... Tu es toujours en train d'adapter ton discours pour être sûr que ça peut répondre à une multitude de publics différents. Oui, on adapte son discours, mais en même temps, on reste intègre à soi-même. Oui, c'est ça. Je veux dire, dans la forme de communication, tu sais. Et puis, c'est ça, le jeu d'équilibriste. C'est de toujours dire ce que je dis à vous aujourd'hui. Je peux dire que n'importe qui peut l'entendre et dire il n'y a pas 2 poids, 2 mesures, il n'y a pas 2 discours. Puis ça, c'est peut-être une chose dont je suis fière après 12 années en politique, c'est que je pense que j'ai réussi à établir une réputation d'intégrité où les gens me reconnaissent parce que je suis travaillante et je ne vais pas dire des choses pour faire plaisir. Oui, la cassette politique, là, puis Mais je t'écoute décrire, mettons, là, ton quotidien, là, puis je suis un peu étourdi, puis je me dis, comment tu fais pour te garder du temps puis de l'espace pour réfléchir? Oui. Je bloque des plages à mon agenda, c'est sûr. Oui? Ouais. Dans ton Outlook, là, mettons, tu utilises Outlook, là, tu as des plages secrètes que c'est des meetings avec toi-même. C'est écrit « bloquer, ne rien prendre ». Oui. Donc, si quelqu'un veut me booker quelque chose, il doit me demander avant. Fait que c'est moi qui débloque ça. Fait que les lundis matin, les vendredis après-midi, parce que souvent, ma semaine est tellement sur les chapeaux de roue que c'est mon temps tampon le vendredi après-midi. Fait que des fois, j'ai 0 temps de réflexion, mais au moins, ça me coupe du travail de la fin de semaine si j'ai pu lire un peu. La fin de semaine, c'est là que je vais prendre du temps plus pour lire ou réfléchir. Je me lève plus trop le matin pour prendre le café, puis juste regarder dehors, puis rien faire. Même pas la revue de presse. Juste voir qu'est-ce qui me remonte à l'esprit. Puis même dans les déplacements, moi, j'évite beaucoup de conduire. De toute façon, que je passe de la mairie de Verdun à l'hôtel de Ville de Montréal, je suis en métro ou à vélo. Et puis là, je vois qu'est-ce qui me remonte à l'esprit. Là, dans le métro. Ben oui. Oui. Tout le temps. Ligne verte. Oui. Ben oui. Puis à vélo, puis même à l'épicerie, il y a pas longtemps, j'ai croisé une dame, elle m'a dit « Je pensais pas vous voir ici. » Puis non, madame, je mange pas. Je lave ma toilette aussi. Oui. C'est drôle, hein, ce feeling-là qu'on a, comme la minute qu'on a, comment dire, un poste plus public, disons. C'est comme si les gens, ils associent ça à tu deviens plus une personne normale qui a des responsabilités de personne de quotidien, tu sais. Oui, mais c'est parce que je pense qu'on mélange aussi les politiciens, mettons, au fédéral ou au provincial, puis le municipal, qui est comme un gouvernement plus de proximité, on va dire. On dirait qu'il y a comme quelque chose d'intouchable ou je sais pas. Oui. Dans la tête des gens. Oui, mais je veux dire, même au provincial, ils font... peut-être qu'ils font pas leur épicerie. Moi, j'ai jamais vu le logo sur la ligne verte. Je l'ai pas vu. Oui, prendre le métro, je sais checké, là. Ben, une fois, j'ai vu une photo. Il tenait une photo propre.
ce qui est phénomène rare, mais bon, fait que je l'ai vu, mais c'est Mais rare. les élus municipaux, c'est une politique de terrain, de contact. Puis moi, j'ai une vie simple, puis je vis avec ma communauté. Ouais. Là, je suis pas en dehors de ma communauté. C'est pas dénaturé en prenant ce rôle-là. Non, puis j'ai jamais cherché à développer l'espèce d'aura d'être sur un piédestal. Même, je me reste de Verdun, mais je suis aussi membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ben oui. Souvent, j'arrive dans des événements, je suis toute seule. C'est pas... j'ai essayé de garder la vie très, très simple, mais c'est sûr qu'il y a quand même du monde autour de moi pour me soutenir dans tout ça parce que c'est une charge qui est grande. C'est une charge mentale aussi. Tout ça, c'est bien difficile à déléguer, la charge Être mentale. humain, c'est une charge mentale. Fait qu'imagine être humain mairesse. Là, t'es loadé, là. Oui. Mais quand on s'engage en politique, moi, je vois la politique comme un passage. On donne tout, on s'engage à fond. Puis on le sait quelque part, quand on part, c'est que le citron, il a été pressé un petit peu. Puis aussi, c'est que c'est un engagement ferme de 4 ans. Contrairement à d'autres mandats où des fois, en cours de route, on peut dire, après 2 ans, regarde, je pense que là, j'ai apporté ce que je pouvais apporter et je quitte. Quand on travaille à bâtir la confiance de la population dans un système politique, dans une démocratie de représentation, si on se fait élire pour 4 ans, moi, je vois ça comme vraiment important de tenir le coup 4 Mais ans. en même temps, tu as vu que dans les dernières années, il y a eu énormément de démissions en mi-mandat ou même au début de mandat. Oui. Comment... Toi, t'es-tu senti à un moment donné, OK, je suis la prochaine? T'as-tu eu cette pression-là? Bien, je pense qu'il y a une part des démissions où c'est des gens qui n'avaient pas idée dans quoi ils s'embarquent. Parce que c'est sûr que c'est une fonction qui est difficile à décrire. Puis la loi, tout ce qu'elle dit par rapport aux élus municipaux, bien, surtout aux conseillères et conseillers municipaux, c'est tu prépares ton conseil et tu y assistes. Fait que tout le périphérique, on le découvre. Oui. Puis chacun le fait à sa mesure. Chacun s'engage au niveau. C'est pas tout le monde qui en font une job à temps plein ou l'équivalent de 2 tâches non plus. Ça, c'est un peu comme sur ton contrat de travail quand c'est marqué « et autres tâches connexes ». C'est ça. C'est là que la magie elle opère. Ouais. Puis là, il y a la réalité terrain physique sur notre territoire. Puis il y a le terrain numérique aussi, les réseaux sociaux qui amènent une surcharge mentale et une surcharge de travail tôt le matin, les soirs, les fins de semaine. Ben Fait que des fois, comment tu deals, toi, avec ça? Ça joue rough en tabarouette, ces médias sociaux en ce moment, là. Oui. Ben moi, j'ai une petite règle d'or. Hein? Ce qu'on sait pas, ça nous fait pas mal. Tu y vas pas? J'alimente mes fils Facebook, surtout Facebook. Mon principal, c'est Facebook comme T'es moins mairesse. TikTok. Je suis pas du tout TikTok. Les élus de la ville sont pas là. Les petites danses TikTok, non? Non. Puis je suis pas sur X non plus. Non? OK. Et Instagram un peu, puis LinkedIn plus dans mes fonctions au comité exécutif. Oui. Et donc, mais il y a beaucoup de groupes Facebook maintenant. Oui. Là, j'y vais très, très peu. Ça. Même si on m'identifie, Les spotted de Verdun, là. je vais pas. Non. Parce que ça... En même temps, on est une équipe. Moi, je ne vais pas personnellement, mais je sais qu'il y a des membres de mon Bien équipe sûr. qui suivent ça, Ben qui font oui. une veille. Les autres élus le font aussi. Parce qu'il faut que je garde un certain recul aussi. Parce que des fois, tu peux constamment changer tes priorités si tu suis trop ça. Donc, quand on est maire ou mairesse, c'est important de garder le cap. Mais il faut toujours aussi garder une sensibilité puis une écoute. Puis c'est ça, le travail d'équilibriste. C'est que je ne peux pas ignorer ça, mais en même temps, je ne peux pas bouleverser le cours de Mais mes est-ce que journées. tu réponds au monde? Je l'ai fait quand j'étais conseillère, mais je ne le fais pas comme mairesse. Non? Non. Est-ce que ton équipe répond? Je suis pas allé voir, là. ta J'ai page des, Facebook. ouais, j'ai des élus qui répondent souvent. OK. OK. Mais moi-même, j'encourage les élus à dire à un moment donné, passez 21 heures, faites d'autres choses. Le jour, on travaille, on est occupé. Si tu passes, Ben oui. moi, j'appelle ça des ping-pong, là, quand c'est dans des fils de conversation. Puis Ben oui, ça finit plus. pas. Je considère que comme élu, on donne le message qu'on n'est pas occupé oui. sur autre Ils chose. t'identifient à 9h35 un mercredi, le soir, puis là, ils sont déçus parce qu'à 10h, tu n'as pas répondu, tu sais. Puis la journée, c'est que des fois, ben, on est sur des commissions, on rencontre Oui. des organismes. Oui. Ça fait que pendant que je rencontre un organisme, je suis sur mon téléphone en même temps, puis je Ouais. réponds. C'est tough. Quelle est la qualité de présence? Donc, ça, je l'ai limité quand même, moi, la OK. présence sur les réseaux sociaux. Beaucoup sur mon fil, et ceux qui m'interpellent sur mon fil, je réponds toujours. Mais Ah oui. ceux qui m'interpellent sur les groupes, c'est ça. Je reste sur mon terrain OK. virtuel. OK, Sur ouais. ton fil à toi. Ouais. OK. Ça, c'est comme Toujours. ta chaîne de publication. Toujours. Tu peux jaser, mais les groupes... Mais je me suis pas donné l'exigence d'aller sur les groupes, OK. ça, c'est sûr. Puis moi, il faut dire, tu sais, j'ai un conseil d'arrondissement par mois.
Tout le monde peut me poser des questions. Je suis accessible. Ça, c'est le canal principal. Pour moi, j'essaie de maintenir aussi un certain décorum dans... On peut nous poser une question en ligne, on peut m'écrire un courriel. Il y a beaucoup de façons de me joindre. On peut me croiser dans la rue aussi souvent. Est-ce que les gens t'interpellent quand tu vas faire ton épicerie, mettons? Oui. Sur la rue. C'est drôle parce que c'est très inégal. Des fois, je me sens complètement... On dirait que je suis pas à Verdun, tellement que je sens pas le regard, ni je suis pas interpellée. Et puis d'autres fois, je suis complètement en retard dans mes rendez-vous parce que j'ai eu de la misère à avancer. C'est tout. Fait que c'est imprévisible. Mais ça, c'est un aspect que j'aime parce que quand les gens m'interpellent, c'est en général, c'est parce qu'ils cherchent à entrer en dialogue. Donc, c'est toujours positif. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on apprend. S'ils ne m'ont pas évité, qu'ils n'ont pas détourné le regard, qu'ils n'ont pas changé de trottoir, c'est déjà un signe qu'il y a un désir d'aller vers l'autre, puis dialogue. Donc, moi, je le prends toujours comme un signe positif. Oui, mais totalement, parce que si tu ignores, ça veut dire qu'il n'a pas envie de communiquer avec toi. Fait qu'il n'y a aucune possibilité de faire avancer quelque chose. Exact. Mais même si, dans son approche, c'est un peu, des fois même agressif, ou en tout cas, pas de la bonne façon, mettons, au moins, on a un dialogue, puis après ça, on repart avec quelque chose. Au pire, la personne a dit... J'ai rencontré Marie-André, puis je vais te dire, j'y ai dit. Bon, ben, t'es content, tu y as dit. C'est ça. Ah, parfait. Tu sais, puis lui, il est fier, en plus, ou elle est fière. Ouais. Je te dis, il dit. Ouais. Tu vas voir, ça va changer. Mais dans le 1 à 1, les gens sont gentils. Ah, c'est vrai, ça. Ouais. Dans les groupes, on peut se faire insulter. Ça arrive. Quand ça chauffe sur les réseaux sociaux, là, moi, je dis souvent à mes élus, là, on s'en va sur le terrain. Là, on va parler au monde dans le 1 à 1. Puis ça apaise beaucoup l'anxiété. Très bon truc. Ouais. Très bon truc. C'est pas le temps de se terrer dans ce temps-là. C'est le temps d'ouvrir le dialogue. Il faut sortir de la chambre d'écho d'une conversation sur les réseaux sociaux. Il faut retourner sur le terrain, le vrai terrain, puis là, prendre un vrai pouls. Fait que c'est un intrant, les réseaux sociaux, mais il faut toujours faire d'autres travaux pour être sûr qu'on a une bonne lecture de la situation. Mais ça, je suis content que tu en parles parce que tu sais, moi, je travaille en gestion de matières résiduelles. Fait que tu comprends que c'est un sujet que j'adore. Moi aussi, on a cette passion-là en commun. Mais c'est quoi, comment on décrirait ça? C'est émotif, OK? Comme sujet, la gestion de matières résiduelles pour beaucoup de gens. Puis je dis tout le temps, les organismes avec lesquels je travaille, descendons sur le terrain. Puis ils sont très frileux par rapport à ça. Mais je dis, même si tu avances ton pion là, avec tes grands changements, là, si la population ne suit pas, là, sais-tu quoi? Que c'est lui l'utilisateur. Fait que c'est lui qui va faire que ça va dérailler ou ça va marcher. Fait que prends le temps d'aller jaser. Écoute. Puis sais-tu quoi? Ça se peut qu'on ait tort, puis qu'on rétropédale un petit peu, puis qu'on ajuste une coupe d'affaires, mais au moins, on va construire sur du solide. Puis on dirait que les gens ont peur d'aller sur le terrain. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de tester ton affaire. Ouais, on a souvent peur d'avoir peur. Moi, je suis très terrain, puis j'ai beaucoup amené les fonctionnaires à aller sur le terrain. Quand on refait un parc, de dire... Je veux qu'on fasse un moment, un 4-7 dans le parc avec les fonctionnaires, apporter les plans, puis là, on va parler au monde, puis là, on voit... C'est eux qui savent en amont, le vent, la lumière, le soleil. Si tu mets le banc là, il va-tu avoir de l'ombre, mais dans 10 ans, l'arbre... Les sentiers, on les fait comment? Là, il n'y a pas d'ombre, mais dans 10 ans, puis... Donc, de ne pas juste penser les choses sur plan ou aller faire de l'observation... Mais non, il faut parler au monde. Je suis tellement d'accord. En fait, notre réseau routier, on devrait faire ça aussi, hein, parce que j'ai l'impression que les gens qui ont dessiné ça, des fois, ils sont pas allés dans la rue, tu sais, ils ont fait ça sur un plan. Ça va marcher, regarde, il va tourner là, ça va marcher. First thing you know, ça marche pas, tu sais, parce que l'utilisateur, il l'a pas adhéré, il est pas là-dedans, tu sais, il n'a pas consulté. Puis plus on est partie prenante, même si des fois on n'est pas d'accord, parce que quelqu'un est venu nous en parler, on va réagir différemment quand ça va advenir. Même si on n'était pas d'accord, on va avoir le sentiment qu'on a eu une prise. Oui. Puis tu parlais des déchets. Les déchets, c'est éminemment politique parce que c'est... Parler des déchets, c'est parler de comment on vit, c'est quoi notre mode de vie. Parce que si on a autant de déchets, c'est parce qu'on génère beaucoup de vidange, on consomme beaucoup d'éléments qui ont une durée de vie de 30 minutes. C'est comme ça, pas de bon sens. Puis ça, c'est loin des yeux, loin du cœur. On veut pas le savoir. Cacher ce déchet que je ne saurais voir au plus vite. Fait que ça demande de la communication, puis en continu. Mais ça, c'est une autre affaire que je suis d'accord avec toi. Parce qu'on dit, combien de fois? Oui, je l'ai déjà dit. Attends, tu l'as dit. Bravo. T'as-tu été entendu? Oui. T'es-tu sûr qu'il a compris? Une fois que tu penses que c'est fait, sais-tu quoi? Tu recommences. Puis tu varies les angles.
Puis tu le fais encore. C'est ça. Tu varies les C'est canaux, les moyens de Sans communication. Puis, on fait du chemin dans notre tête. Je peux avoir parlé à une personne il y a 3 ans, farouchement opposée. Je vais lui reparler là. Je vais sentir, le terrain s'est ameublé un petit peu. Oui. Il y a eu du chemin, puis là, fait que ça prend beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour aussi. C'est ça. En politique, il faut être prêt à donner beaucoup. De l'amour, Et, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Penses-tu que le gouvernement de proximité, c'est ça la clé, dans le fond? C'est ce que ça peut faire, en fait? Je pense que c'est essentiel et je pense qu'il faut davantage reconnaître le rôle des élus municipaux et du palier de proximité parce que, par exemple, la crise du logement, la crise des vulnérabilités, c'est terrible ce qu'on vit dans nos rues, dans nos parcs. Quand on sent les paliers de gouvernement supérieur, on sent qu'ils ne comprennent pas l'enjeu, ils n'en saisissent pas l'ampleur. Nous, on le sait. Ouais. C'est dans nos rues, c'est dans nos parcs. Les rues, certaines rues, certains parcs deviennent des hôpitaux à ciel ouvert. Ça ne se peut pas. Parce que toi, Puis les citoyens viennent me voir au conseil en plus. Ouais. Puis ils viennent me mettre de la pression. C'est ça, la pression. Oui. Puis les citoyens qui ont pris la peine de venir au conseil d'arrondissement ou au conseil municipal, ils ont besoin que je les écoute, que je les entende, que je montre qu'il y a des solutions, il y a du changement. Ils veulent pas m'entendre dire « c'est pas moi, c'est le gouvernement du Québec ». C'est pas moi, c'est le fédéral puis le provincial. Là, ils n'ont pas transféré les fonds puis les municipalités sont en C'est attente. pas C'est rassurant. tellement ça. Fait C'est que tellement ça. on a besoin de montrer qu'on a les 2 mains sur les guidons, Oui. sur le volant. Puis ça, c'est difficile parce qu'il y a un moment donné où on développe aussi une fatigue comme élu de montrer qu'on a besoin de sentir aussi qu'on a des moyens et qu'on va pouvoir construire du logement à la hauteur des besoins, puis qu'on va pouvoir aider les personnes qui ont des problèmes de toxicomanie, qui sont dans la rue, des problèmes de santé mentale. Puis ça, c'est pas le rôle des municipalités. Mais Marie-André, t'as senti fatiguée en ce moment? Mais je trouve que les défis sont plus complexes. Moi, j'ai beaucoup d'énergie. On dirait que je carbure à Plus l'adrénaline. complexe que lorsque tu as commencé en 2013, disons? Clairement. OK. Ah oui. C'est parce que la crise du logement, là, c'est énorme. Moi, je suis arrivée à Verdun en 2001. C'était la crise du logement à Montréal. On trouvait refuge à Verdun. Avec la pandémie, là, on a plongé dans une nouvelle crise du logement. Puis là, c'est les gens de Verdun qui doivent partir parce que Verdun est rendu trop cher. Ouais. Mais 20 ans plus tôt, on trouvait refuge à Verdun. Moi, j'ai quitté les quartiers centraux de Montréal pour aller à Verdun. Puis tout le monde disait, mais c'est loin. Puis c'est quoi Verdun? Verdun était un secret bien gardé à l'époque. Tout à fait. Et donc, il y a l'habitation, il y a les vulnérabilités, là, ce que je disais, là, des enjeux de personnes qui ne trouvent plus leur place dans la ville, qui ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie. Il y a les enjeux environnementaux. On ne parlait pas de transition écologique en 2013, on parlait de développement durable. Oui. On ne parlait pas tant que ça des GES, de la carboneutralité. Là, c'était pas de la même ampleur qu'aujourd'hui. C'était niché comme ça. Je me souviens, à Verdun, en 2012, il y avait eu une pluie torrentielle parce que dans mon premier mandat, il y avait encore des dossiers de réclamation en suspens. Mais aujourd'hui, les pluies torrentielles, ça nous arrive quelques fois par saison. C'est énorme. Pas par mois. Les aléas climatiques, ça nous prend beaucoup. Puis là, on lutte contre les îlots de chaleur parce que les vagues de chaleur sont de plus en plus importantes. La gestion des eaux de pluie. On a eu une grosse tempête de vent au mois d'avril 2023. Certaines rues de Verdun ont passé 6 jours sans électricité. Donc, quand tu es maire ou mairesse, tu sens que ta communauté va pas bien, qu'on va cogner aux portes pour sortir les gens des maisons parce qu'on n'a pas été capable de les rejoindre. Tu restes sur un qui-vive. Donc, les épisodes de qui-vive se rapprochent. Oui, puis il y a un traumatisme collectif en ce moment. J'écoutais à la radio hier, il y avait justement une analyse là-dessus, puis il disait qu'on était polytraumatisés au cours des dernières années. Il a fallu s'adapter à beaucoup de choses. Puis qu'on parle beaucoup, par exemple, des inondations, puis on dit « Ah, c'est plate, t'as perdu ton sous-sol », mais on n'évalue pas le danger psychologique de ces gens-là aussi. Et là, et aussitôt qu'il pleut, moi, j'étais au marché Jean Talon, anecdote, là, j'étais au marché Jean Talon dimanche, et puis il s'est mis à pleuvoir, et les gens couraient comme si on avait été bombardés. Les gens couraient dans la rue parce qu'ils se mettaient à pleuvoir, parce que tout le monde pensait que ça allait être... Puis il y a un transformateur qui a sauté, puis les égouts ont commencé à ressortir, puis le monde fuyait. C'était comme... Les gens sont traumatisés. Et on le sait pas, là, mais on a de la difficulté à s'adapter à tout ça en ce moment. Il y a beaucoup de détresse, Juste là, cette semaine qu'on enregistre, il y a eu les pluies torrentielles dimanche. Oui.
Ce matin, une noyade encore à Verdun, la 3e de la saison. C'est extrêmement difficile. Puis ça, c'est pas à l'agenda. Ça s'ajoute. Oui. Ça s'ajoute à tout ce qui est prévu. Ça déjà gruge sur ton temps de réflexion oui, dans ton agenda. C'est bien dit. Je crois que des fois, je publie un peu moins, puis les gens sont comme, ben, tu publies pas. Non, là, j'ai juste pas eu de disponibilité mentale pour déposer ça. Je pense que c'est ça que ça prend pour être mairesse, c'est d'avoir cette capacité-là de rebond assez rapide. Tu sais, c'est quoi les forces? On la développe. Oui. On la développe. Ah, ben, si on ne l'a pas, on la développe. Ouais. La politique, c'est un sport extrême, puis c'est un sport d'équipe. Ça, c'est important. Il faut être capable de jouer en équipe. Puis, comme tout sport, ça prend un entraînement. Fait qu'au début, on n'est pas capable. Moi, je regardais le maire de Verdun dans mon premier mandat, puis même je regardais souvent Valérie Plante, puis je me disais, oh mon Dieu, je me sens fatiguée. Comment Valérie a fait, elle? Ouais. Mais il faut, c'est chacun son entraînement, et puis on augmente. Fait qu'au début, on a du mal à soutenir la pression, puis à un moment donné, on compose avec la pression. Ça devient la normalité. Puis c'est comme quand tu apprends à jongler, 1 balle, 2 balles, 3 balles, on les compte plus, les balles, là. On les compte plus, on jongle avec. Même faire du vélo, conduire, un moment donné. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à conduire, je n'étais pas capable de regarder l'heure en même temps. C'est vrai, t'es tellement stressé. J'étais tellement stressé, je regardais même pas l'heure. Tu peux pas ajuster la température. Oui. Fait, c'est un entraînement, c'est des réflexes, c'est une habitude, donc c'est une capacité à composer avec toutes les facettes. Puis quand c'est calme, il faut le prendre. Quand c'est calme, tu le prends, là, t'en profites. Là. Des fois, c'est calme. Je ne vais pas voir sur ma to-do ce que je devrais faire. Je dis juste comme, là, je vais le prendre. Ouais. Accueille le calme. Je vais juste laisser le calme parce que je ne sais pas demain. Je ne sais pas ce soir. Des fois, ça peut être calme. 1 mois, 2 mois, là, c'est pas 2 mois? Ben, calme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tourmente. Ah, okay. Il y a quand même encore des balles à jongler. Il n'y a pas d'arbres qui tombent, là. Il y a du travail, mais la communauté ne vit pas une crise. Là, on peut être plus en mode planification. Il y a toujours les conseils. C'est toujours très occupé, mais que c'est plus un quotidien normal. Toujours très occupé parce que moi, dès que j'ai un trou, si je vois que j'ai pas grand-chose de mes soirs à l'agenda la semaine prochaine, là, je vais demander à mon adjointe qu'est-ce qui se passe à Verdun. Ah, telle affaire. OK, je vais y aller. Voilà, je remplis toujours mon agenda. Si je suis pas sollicitée, j'y vais de moi-même. Combien d'heures, mettons, maîtresse de... J'ai jamais compté. Non? Tu comptes pas d'heures? Chaque fois que je commence à compter, j'arrête. Ah ouais? Parce que... C'est plus qu'à 35. Ça, c'est un lundi, la gang. C'est un lundi. Ben, des fois, je compte comme 12, 14, 16 heures. Ça, c'était une journée. Mais aussi, c'est qu'il vient toujours le moment où je me dis, ouais, mais ça, je le compte pas. Ouais, ça, je le compte pas. Oui. Parce que quand on aime notre travail, on dit, ouais, mais ça, je le compte pas. Ben non, ouais, mais là, tel événement, je serais peut-être allée, même si je n'étais pas élue. Ouais, mais je serais pas allée dans une posture d'élu. Fait que j'arrête. Ouais. Mais je dirais que c'est quand même toujours un bon 60 heures. Ouais. Mais il y a des heures là-dedans que spontanément, je les compterais pas. Quand on est passionné, puis je pense qu'on soit élu ou pas, tu peux être fonctionnaire, puis le soir, tu vas faire des lectures qui nourrissent ton travail. C'est pas des heures calculées. Non. Tu sais, quand on est passionné, on les compte pas, ces heures. Mais après, il faut juste apprendre à reconnaître certains signaux de fatigue, puis les entendre pour dire, là, il faut que je diminue. Mais les heures, c'est des heures que tu n'es pas avec ta famille. Tu sais, dans le sens que, tu sais, mettons que tu t'en vas voir, je sais pas, moi, Clay and Friends qui fait un spectacle, OK? Dans ton Très bon coin. exemple. C'est un exemple, au hasard, OK? Mais tu passes une soirée, 2 heures, 3 heures avec ta gang, tout ça. C'est vrai que tu n'es pas avec ta famille, mais en même temps, tu passes un bon moment. Mais... Oui, bien des fois même, je suis avec ma famille, mais je suis dans une posture hybride entre, tu sais, la maman puis l'élu. T'as pas le choix, j'imagine. Fait que c'est pas toujours super sympathique pour mon entourage, mais c'est ça fait partie. Fait que des fois, il faut juste sortir de Verdun. Mais oui, c'est pour ça qu'il y a un côté tellement agréable. Moi, j'aime ça aller rencontrer le monde. Fait que je vais-tu calculer ça? Non, c'est ça. Non. Ta famille t'appuie-tu dans ça? Ben oui, quand même. Mais c'est sûr que c'est exigeant pour l'entourage. C'est exigeant. Oui. Ça demande plus. Puis, tu sais, eux, ils se sentent mal de dire quand ils trouvent ça dur parce que ils ont comme le devoir de soutien parce que, tu sais, ils sont conscients du rôle public qu'on joue. Ouais. Fait que ça, c'est une exigence de l'entourage. Ça. Ben oui, puis ils se rendent compte, tu sais, ils sont fiers, là, tu sais. Mes enfants, c'est comme...
quand j'ai été élue à la mairie, ils étaient super fiers. Puis le responsable environnement transition écologique sont fiers. Puis en même temps, quand j'ai dit je pense pas me représenter, je sentais que c'est comme... Ouais, ben, quand j'ai été élue en 2013, mes enfants avaient 2 ans et 6 ans. Fait qu'ils me connaissent pas autrement, mais ils le voient, la charge mentale. Ils voient des fois que je me cache un petit peu pour travailler. Qu'elles sont comme, qu'est-ce que tu fais, là? Ça sera pas long, tu sais. Je finis une Fait que, parce que, oui, je veux bien mettre mon téléphone de côté, mais des fois, j'ai des petites urgences. Fait que quand j'ai annoncé ma décision de pas me représenter, après, j'aurais dit, puis ils m'ont dit, ouais, on est content. C'est une bonne affaire. Ah, ben tant mieux. Cet été, on va y aller en voyage ensemble. Pas cet été. Non, pas cet été. L'été prochain. L'autre, il y a un gros voyage qui se prévoit. Ouais. En famille. C'est quoi ton voyage? Ben, je vais bouger. Je suis encore en train de regarder ça, mais ça va être quelque part printemps, été prochain. Je suis vraiment pleinement engagée jusqu'au mois de novembre. OK. Mais tu rêves pas un petit peu en attendant? Oh oui, je rêve. Mais là, les rêves, je les nourris à l'intérieur. Tu les construis. Oui, c'est ça. Petite pause remerciement pour Circulia, notre partenaire contributeur de la Tournée des villes Ça va mieux qu'on pense. C'est une entreprise qui regroupe plusieurs organisations pionnières dans le monde de l'environnement au Québec. Dont fait partie Eni Corporation qui conçoit au Québec du mobilier urbain, des îlots de tri multimatières alliant esthétisme et performance environnementale. Je vais bifurquer vers la question de notre partenaire contributeur qui est Circulia pour qu'on commence à parler un petit peu plus de résilience, d'environnement. Donc, leur question, c'est quelle est ta vision d'une ville plus verte, résiliente et circulaire? Oui. Bien, c'est super intéressant comme question parce que quand je me suis engagée en 2013, je voulais justement, à l'époque, j'ai voyagé beaucoup dans plein de pays, notamment en Inde, puis Albanie, Égypte. Tu sais, certains pays où, à l'époque, dans les années 90, des premières décennies 2000, il n'y avait pas de système de collecte des matières résiduelles. Fait qu'on voit bien l'empreinte environnementale de notre consommation. En Égypte, c'est terrible. Puis moi, je voulais me dire, je veux qu'on ait une empreinte écologique respectueuse des limites de la planète. Donc ça a toujours fait partie de mon engagement politique. Et dans toutes les actions qu'on fait, je cherche toujours à ce qu'on fasse d'une pierre plusieurs coups. Okay. Par exemple, quand on verdit, ben on embellit la ville. Puis quand on l'embellit, ben des fois, on encourage des meilleurs comportements de civisme, donc une meilleure propreté. Ah, c'est intéressant de faire ce parallèle-là. Ouais. Et aussi, ben, on enrichit la biodiversité. On peut choisir des végétaux qui vont créer des habitats pour les oiseaux, les insectes, les papillons. Après ça, ben, on va aussi contribuer à une meilleure gestion des eaux de pluie parce que les végétaux vont absorber de l'eau avant qu'elle s'en aille dans le réseau d'égouts ou qu'elle reste en surface dans la rue. Ben, d'ailleurs, je pense que vous êtes en train de mettre en place ou il va être en place le plus grand parc éponge en Amérique du Nord, à Verdun. C'est notre plus grand parc éponge à Montréal. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs, mais oui, on est en train de le faire. C'est au carrefour des rues Joseph et Dupuis, dans le secteur Hickson-Dupuis, qui est une cuvette à Verdun. C'est notre plus grande cuvette. Donc, l'eau a tendance à s'accumuler dans les rues. Et là, on construit un parc éponge qui va stocker 1 million de litres d'eau. 1 million de litres d'eau. C'est quand même énorme. 1000 mètres cubes d'eau. Et là, on l'a vu à l'œuvre. Il n'est pas terminé, mais déjà, donc, on fait comme 3 réservoirs en surface. Donc, ils sont visibles. On crée une zone de détente, une zone de biodiversité et une aire d'exercice canin. Donc, quand ces cuvettes-là, finalement, parce que, tu sais, les parcs éponges, c'est ça, on voit où est-ce qu'on va stocker l'eau en surface, on crée des points bas. On les utilise quelques fois dans l'année, là, lors des fortes pluies. Donc, le reste du temps, c'est pour nous, c'est pour la communauté. Donc, ça ajoute à la qualité de vie dans les quartiers. Puis, en même temps, momentanément, ça stocke l'eau. Puis, au fur et à mesure que le réseau d'égouts est capable de l'absorber, ça se draine par le réseau d'égouts. Parce que des fois, c'est dans un très court laps de temps. Là, on parle de 24-48 heures, puis l'eau est absorbée. C'est juste que si c'est sur une surface minéralisée, comme du béton ou de l'asphalte, ça fait comme une piscine creusée. Fait que ça donne rien, ça reste là, l'eau. Ça donne un répit, puis ça absorbe plus les espaces verts, les espaces où on a enlevé l'asphalte. Bien sûr, ça accumule de l'eau, mais c'est pas comme un réservoir en surface, là. C'est ça, j'allais te demander, qu'est-ce qui a dû être enlevé
pour pouvoir créer le parc éponge? Parce que souvent, je pense qu'il y a ces questionnements-là par rapport aux citoyens. Là, Le parc éponge, là où on l'aménage, là, c'était une aire gazonnée. OK, c'était juste du gazon. C'était juste du gazon. Donc, c'était un espace vert gazonné, c'est tout. Fait que là, on est allé donc excaver dans 3 zones. Puis on le voit bien, l'eau en surface. Il y a comme même une petite canalisation. Ça ressemble à un petit ruisseau. Il y a un petit pont pour passer par-dessus. Puis à proximité de là, le parc Joannette, toujours dans le secteur Exxon-Dupuis, on l'a refait l'année dernière. Puis on a fait ce qu'on appelle un jardin de pluie. Puis c'est une zone qui stocke un peu plus de 100 000 litres d'eau momentanément. Fait que ça, c'est un endroit où les enfants peuvent aller grimper. Je pense aux tout-petits, ils peuvent apprendre à grimper parce qu'on voit cette espèce de cuvette-là qu'on a créée. Puis il y a aussi un petit pont. Fait qu'on peut, tu sais, ça devient un lieu, un espace de jeu, puis qui se remplit d'eau momentanément. Donc, on travaille à multiplier les usages dans la ville, justement dans cette ville plus verte, mais on contribue à la qualité de vie. Et je pense aussi que dans la crise écologique, il y a une autre chose qui est importante, c'est que la solution qu'on trouve à un aléa climatique ou, par exemple, pour réduire les GES, il ne faut pas amplifier d'autres crises, comme celle du déclin de la biodiversité, celle de la qualité de l'eau, celle de la qualité des sols. Donc, des fois, on peut voir dans des solutions technologiques, une solution technologique va permettre de réduire les GES, mais il va amplifier le déclin de la biodiversité ou va générer d'autres problèmes. Donc, je pense aussi que toute la communauté scientifique, technologique, tout le monde doit aussi développer cette vision intégrée de la crise climatique pour non seulement faire d'une pierre plusieurs coups, mais ne pas non plus créer d'autres problèmes plus loin en chemin par rapport à une solution qui peut des fois avoir l'air d'un « wow », mais quand on la creuse, si on regarde le cycle de vie ou ses impacts sur d'autres enjeux associés à la crise climatique qui causeraient d'autres problèmes aujourd'hui ou pour les prochaines générations. Fait que c'est ça qui fait que c'est très complexe, puis des fois, on se dit « ah, ça, c'est super », puis là, tout à coup, on creuse, puis on dit « ah non ». Puis là, ça peut amener un sentiment de découragement aussi auprès de la population, d'avoir l'impression de décrocher, de dire c'est trop compliqué, de se sentir impuissant. Qu'est-ce que ça prend à l'administration? Qu'est-ce qui doit être mis en place? C'est quoi le processus pour créer, par exemple, le parc éponge ou vous avez un autre projet de trame verte et bleue aussi? Oui. Tu sais, qu'est-ce que ça demande, ça, à l'administration ou même aux élus? Quel genre de questionnement vous devez vous poser? Bien, je pense que c'est important d'avoir une vision puis de la communiquer. Le plan trame verte et bleue, c'est un bon exemple où on a développé ce plan-là qu'on a adopté dans les derniers mois où on présente la vision du territoire de Verdun jusqu'à l'horizon 2040. C'est quoi nos joyaux à Verdun? C'est 20 d'espace vert, c'est super. Beaucoup, ouais. On a un indice de canopée de 28 Avant, on était en deçà de la moyenne. C'est quoi un indice de canopée là, pour les gens qui Bien, comprennent? la canopée, c'est une vue aérienne d'un territoire où on regarde la couronne des arbres puis on mesure le pourcentage du couvert végétal à partir d'une vue aérienne. Okay. Et plus Donc, on a une... d'en haut, comme ça, plutôt que de calculer les arbres qui sont des fouettes, mettons, on voit d'en haut. Les arbres. C'est okay, ça. Parfait. Parce qu'on peut dire qu'on a planté 5 000 arbres, mais si c'est des petits fouettes, il n'y a pas... Mais c'est souvent le cas, je te dirais, oui. Ben, ça commence par des petits fouettes, puis à un moment donné, ça devient... Oui, mais ça dépend. Il y a différents diamètres, c'est ça. Mais en fait, c'est comme... On a différents indicateurs pour nous montrer comment on développe la résilience du territoire. Donc, l'indice de canopée nous permet de voir, OK, bien, on crée des zones de fraîcheur, on intercepte le soleil par la canopée des arbres et on intercepte l'eau de pluie aussi, on ralentit sa trajectoire. Puis en même temps, là, on voit où est-ce qu'il reste des îlots de chaleur. Ça aussi, c'est grâce à des images aériennes. Fait où est-ce qu'il faut aller planter? Puis là, ben, on a toutes sortes de défis de plantation. Mais donc, notre plan Trame verte et bleue, il nous donne cette vision-là de le vert pour nos espaces verts, puis le bleu aussi parce qu'on a 15 km de berges publiques et on est bordé par le canal de l'Aqueduc. Donc, comment on peut enraciner la nature en ville pour cesser d'opposer aussi la nature à la ville, de trouver des lieux de nature, même dans des territoires très urbanisés. Fait que notre plan Trame verte et bleue aussi, c'est aussi de montrer, quand on va refaire des rues, comment on veut refaire les rues pour avoir toujours cette trame verte partout. Pas seulement dire là, c'est vert, mais là, c'est gris. Non, on veut intégrer du bleu puis du vert un peu partout. Fait que le bleu, c'est créer les jardins de pluie, des lieux éponges, donc où on va sentir l'eau sur le territoire de façon sporadique lorsqu'il y a des grandes pluies. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à quelqu'un qui dit
On est tellement dans le trouble au Québec, on n'a pas moyen d'investir dans des parcs éponges puis des niaiseries de canapé. Parce que c'est sûr, qu'il y a quelqu'un qui va nous shooter ça, là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va dire pas moyen de faire ça, on a des problèmes plus importants que de faire des juste les logements, mettons. Mettons, tu sais, il y a des sans-abri, il y a des logements, il y a plein de problèmes. Puis toi, tu me parles de parc éponge, c'est des niaiseries. Ouais, moi, je dirais, on travaille sur plusieurs fronts. Ça me rappelle une conversation il y a quelques années quand l'avènement d'Internet, puis là, il y avait des investissements en Afrique pour Internet, puis on disait, ouais, on devrait régler la famine avant Internet. On travaille sur plusieurs fronts. Ouais. C'est pas les investissements les plus coûteux, ceux-là. Mettons, le parc éponge, ça coûte combien? Ben, le parc éponge, là, c'était un ensemble de chantiers. On reconstruit une rue, on fait d'autres aménagements. Au total, c'est 1,3 million de litres d'eau. On est à 17 millions. Attends. On est à 17 millions sur... mais c'est plus que le parc éponge. Là. C'est un chantier sur... On refait la rue Joseph, la rue Dupuis, la rue Régina. Donc, il y a toutes sortes de travaux. Mais par rapport à d'autres investissements, ça coûte beaucoup plus cher en santé publique, puis dans les soins de santé, quand tu rentres à l'hôpital parce que tu es en détresse respiratoire, parce que ton logement n'est pas climatisé. Si on a planté des arbres qui sont des climatiseurs naturels, planter des arbres, c'est aussi, ça produit de l'oxygène, ça capte la poussière, ça filtre les polluants. Donc, on travaille avec la nature et les services écologiques de la nature. Il y a des coûts sociaux et environnementaux épargnés par certains investissements. Fait qu'on revient à la communication. Mais ce matin, là, à la radio, il y a une fille qui est interviewée, elle disait que 70% des problèmes de santé en ce moment au Québec étaient dus à l'aménagement de nos villes. Ah, l'aménagement du territoire. C'est quand même épeurant, là. Comment on pourrait faire de la prévention? En fait, moi, si je le tourne de l'autre côté, c'est justement les possibilités qui viennent avec ça. Oui, mais c'est ça. C'est un univers. Toutes les possibilités de réaménagement de la ville qui permettraient d'avoir une meilleure qualité de l'air, qualité de vie en général. Même dans les hôpitaux, ils ont fait des tests. À New York, je pense que c'est à New York, ils ont fait des tests, un cardiologue. Si un patient il est à l'hôpital puis il a une vue sur un arbre, va guérir plus rapidement que celui qui a une vue sur un mur de briques. Oui. Je veux dire, on trouve que notre système de santé coûte cher. On est-tu capable de travailler en prévention? L'effet bénéfique sur la santé physique et psychologique de la nature, donc au premier chef, les arbres, c'est inestimable. Plus toutes les autres, ça stocke du carbone, il y a pratiquement que des effets bénéfiques, mais il y a eu certaines... ça n'a pas été facile de faire accepter les plantations d'arbres. Là. J'ai eu des histoires épiques sur l'acceptabilité sociale. C'est quoi, mettons, les freins que tu as vus? Ben, tu sais, Richard Desjardins chante les arbres, ça cache la vue des lacs. Ben, c'est ça. Tu plantes des arbres en berge, puis les gens sont pas contents parce que ça bouche la vue du fleuve, mais c'est des arbres à grand déploiement. À un moment donné, ça sera que le tronc, ça sera pas... La canopée va avoir pris de l'ampleur. Le fouet deviendra grand. Tu sais, les îlots de chaleur, on se cachera pas, c'est dans les rues, là. C'est dans les rues qu'il y a de l'asphalte. Donc, il faut planter des arbres dans les rues, qu'on plante dans l'emprise publique devant les propriétés, mais les citoyens ont l'impression que c'est chez eux. Oui. Parce que souvent, c'est un espace, c'est eux qui en prennent soin. C'est pas clair, l'emprise publique. Donc, on a amené cette vision de dire, il y a tellement de contraintes à la plantation d'arbres dans les rues parce que pas à côté d'un lampadaire, pas vis-à-vis d'une conduite de gaz, ni d'eau, ni d'égout, pas à côté d'une borne fontaine. Pas là, pas là, pas là. Je voulais dire tantôt, c'est quoi le processus? C'est compliqué, là. Fait que quand on trouve un endroit qui fonctionne puis qui peut être positif... Là, quand ça fonctionne, puis le citoyen il sort dehors puis il dit, non, j'en veux pas d'arbre, on va dire, désolé. C'est chez nous, c'est l'emprise publique, ça appartient à la population, ça appartient à tout le monde dans la ville. Fait que ça, à Verdun, depuis une dizaine d'années, c'est fou, là. C'est devenu une action qui est acceptée beaucoup plus qu'avant. Ouais. Avant, ça occupait beaucoup de temps dans mes semaines d'aller parler aux citoyens pour les amener à accepter un arbre. Hein? Il y a beaucoup d'éducation, de sensibilisation à faire. Les gens, c'est sûr, ça ne fait pas partie de leur priorité de tout savoir ça, puis c'est normal aussi. Fait que c'est aussi le rôle de l'élu d'aller vendre le projet puis de dire... Mais d'utiliser les services écologiques rendus en dollars, je pense que moi, je taperais sur ce coup-là, vraiment. Oui, mais il y a plein de points. L'argent, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. La santé, tu sais, t'as de la misère à respirer. Là, aujourd'hui, là, il y a du monde qui s'en va à l'hôpital aujourd'hui. Là. Il n'y a pas 10, là, peut-être 200-300 qui s'en vont à l'hôpital. La qualité de l'air avec les feux de forêt. Parce que ça va pas bien. Moi, je voulais revenir juste sur une affaire qui m'a beaucoup impressionné. Je t'écoutais à Patrick Lagacé en entrevue l'autre jour. Puis tu disais que, on parlait de la consommation, justement, là, par citoyen. Là. Vous autres, vous avez fait quelque chose d'assez exceptionnel. Là.
La moyenne québécoise, là, je l'ai ici, 685 kilos là, de déchets qu'on génère par année par humain. Là. Puis vous autres, là, sur 16 arrondissements sur 19, c'est 400 kilos. Comment on fait ça? Oui, bien, c'est les collectes municipales. C'est ça la nuance entre les chiffres à l'échelle du Québec qui comprennent tout ce qui a été amené dans tous les centres de tri et les lieux d'enfouissement. Ouais. Il y a un bout que la Ville de Montréal ne voit pas parce que c'est des collectes privées puis on n'a pas le contrôle là-dessus. On n'a pas les chiffres. Fait que nous, dans les collectes municipales, on a une cible de moins de 400 kilos par personne par année. C'est quand même une Puis ça, on voit que 16 arrondissements sur 19 l'ont déjà atteint en 2024. Puis en 2023, on était 12 ou 13 arrondissements. Fait qu'on voit que chaque année, il y a une belle progression. T'sais, on voit que les actions qu'on a faites à la Ville de Montréal pour réduire à la source porte fruit, parce que c'est la première... Quand on parlait des déchets... C'est pas juste Verdun, là, c'est à l'échelle de la ville, c'est ça. On a mis en place des politiques publiques pour réduire à la source. Le premier message, c'est pas de se dire « Ah, c'est pas grave, c'est recyclable. Ah, c'est pas grave, c'est compostable. » Non, c'est pas c'est recyclable, pas de gaspillage. Ça, c'est important, ce point-là. Fait que le premier message, c'est qu'on réduit. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Puis est-ce qu'on peut le réutiliser? On le met le plus tard possible dans le bac de recyclage, puis même si ça va dans le bac brun, est-ce qu'on peut le transformer pour éviter le gaspillage alimentaire et tout ça? Fait que ça, c'est le premier message. L'autre message, c'est de participer au tri. Parce que on le voit, là, puis c'est intéressant, il y a quelques semaines, il y avait la Ville de Montréal est allée comme avec les médias sur le terrain pour ouvrir au hasard un sac de déchets, puis le trier, puis on voyait, à la fin, il reste 15 % de matière qui vont à l'enfouissement. Tout le reste, il est recyclable, il est compostable, ou ça peut être des résidus de construction, démolition, rénovation qu'on amène à l'éco-centre. Donc, on voit on n'est pas fou dans notre message. Si on participe au tri, il reste à peu près 15 %, mettons qu'on dit 15 à 30 % qui va à l'enfouissement. Tout le reste, on peut le valoriser. Fait que ça, c'est un chantier majeur, super intéressant. Puis on voit qu'à l'échelle du Québec, il y a beaucoup de lieux d'enfouissement qui ont besoin d'un agrandissement dans le courant des prochaines années. Puis là, ça nous amène au défi de la biodiversité. Chaque fois qu'on agrandit, on gruge des boisés, on gruge des milieux où on aurait pu en faire un autre usage qu'un lieu d'enfouissement. Un lieu d'enfouissement, même si on capte les biogaz, il reste que ça génère des GES. C'est le 5e poste d'émissions GES à l'échelle du Québec. En même temps, tous les lieux d'enfouissement technique ne sont pas égaux, là, pour en avoir visité plusieurs, on va se dire la vérité. Mais l'autre affaire, c'est que tu as raison. C'est-à-dire que si on fait à la maison un bon tri, le trou, on va l'appeler de même, il va se remplir moins rapidement. Il va se remplir. Puis, tu sais, quand je regarde, mettons, sur les déchets électroniques, qu'il y a moins de 20 % des cellulaires qui sont collectés et recyclés au Québec et que 98 % de la population a un cellulaire, je me dis, on peut-tu travailler là-dessus? Quand je vois que les gens prennent leurs déchets de rénovation, puis plutôt qu'aller les porter à l'éco-centre, ils laissent ça en bordure de rue, qui s'en va directement à l'enfouissement alors qu'on pourrait valoriser le bois. Là, je viens juste de nommer 2 petites affaires pendant qu'on est en train de capoter sur le bac bleu. Peut-être qu'il y a des affaires qu'on devrait peut-être mettre en place qui sont beaucoup plus importantes. J'appuie totalement ça. Je veux dire, il y a une part de l'individu, puis il y a une part du système aussi. Par exemple, la responsabilité élargie des producteurs, c'est aussi une avenue pour comment on fait pour les récupérer en fin de vie ou c'est pas en fin de vie pour le produit, mais pour l'individu. Oui, il veut le changer, mais il est encore bon, mais il trouve ça compliqué. Oui, la réparabilité, réemploi d'un appareil électronique. Je comprends qu'une canne de soupe, à part du bricolage, il n'y a pas grand-chose à faire avec. Mais un téléphone, changer une vitre, ça se peut. Mais c'est là que l'économie circulaire, c'est majeur. Là. C'est une solution pour être dans un discours positif. On bâtit une économie circulaire. On n'est pas en train de dire au monde ce qu'il ne devrait pas faire puis comment c'est négatif. On bâtit notre économie circulaire. C'est extraordinaire parce on est au premier balbutiement. Là. Notre circularité est très basse mondialement. Parce que le linéaire, au fond, c'est on extrait la matière, on la transforme, on la consomme puis on jette. Si on est dans le circulaire... Parce que, tu sais, on le sait que 50 % des GES sont associés à ce cycle-là de ça s'en va aux déchets à la fin. Puis même le stress sur la biodiversité, les cours d'eau, c'est aussi lié à ça. Mais même le papier, c'est fait avec quoi? Le carton, c'est fait avec quoi? Les arbres. Et qu'est-ce qui arrive? S'il n'y a plus d'arbres, tu vas être un peu mal pris. Là. Fait que créer des boucles pour que le déchet de l'un devienne la matière première de l'autre, plutôt que d'utiliser une matière vierge.
Moi, je trouve que c'est très positif. Puis ça, ça a été ma grande révélation dans mes responsabilités au comité exécutif environnement transition écologique. La Ville de Montréal prend un grand leadership dans l'économie circulaire parce que si toutes les villes du monde, si tout le monde double son indice de circularité, on va réduire les GES, on va réduire la crise sur la biodiversité et tout ça. Puis on va avoir travaillé positivement sans être trop dans un discours alarmiste. Bien sûr, il faut quand même revoir la façon dont on consomme, la façon dont on vit, mais avec des solutions, des clés à notre portée. Donc ça, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il faut en parler plus. Il faut donner de l'amour à ces organismes-là qui font de l'économie circulaire. Tu sais, je pense entre autres au Repair Café. Oui. Bon, moi, je rêve qu'il y ait un gros chèque qui dise « Hey, on supporte les Repair Café parce que eux autres, ils détournent énormément de trucs de l'enfouissement, tu sais. Tous les organismes qui font de la réparation, il y en a à Verdun, des on Repair devrait Café? supporter ça. Non, mais j'aimerais ça aussi. J'aimerais ça. Tu sais, tous les patenteux de ce monde, les bricoleurs, bricoleuses. Tu sais, si on avait des réseaux... tu sais, avec un mode hybride des salariés puis des bénévoles, tu sais, des gens qui ont du temps puis qui ont le goût, qui savent... Toute l'école bleue retraitée, tout ce qu'ils ont accumulé comme savoir. Exact. Continuer collectivement de jouer un rôle, parce qu'on sait que ça coûte cher, tu sais, ça prend du temps, mais il y en a qui ont du temps, ils ont la connaissance, puis ils ont envie de se sentir utiles. Fait que comment on mobilise toute la communauté pour que chacun joue un rôle à sa mesure? C'est ça, j'allais dire aussi dans le fait de créer des beaux lieux extérieurs, ce qui va rapprocher la communauté. Et après ça, il y a un partage de savoir aussi. Il y a plein de petites nuances comme ça, comme le partage de savoir qu'après ça, entre citoyens, c'est comme « Ah, ben moi, je le sais comment le réparer, ton toaster. Donne-moi là, je vais te le faire. » Ou bien « Ah, moi, t'as pas de brouette. Parfait, moi, j'en ai une, je vais t'en donner. » Je dis pas pourquoi t'aurais besoin d'une brouette, mais tu sais... Ben oui, t'en as besoin du pays, mais... Ben oui, c'est ça. T'as besoin de pays. de planter des arbres chez vous. T'as besoin d'une brouette. Exemple, à Montréal, on a un territoire où on a plein de ruelles. Puis, par le programme des ruelles vertes, notamment, tu vois, comme à Verdun, on a à peu près 80 tronçons de ruelles, une trentaine de ruelles vertes. Puis même quand on n'est pas ruelle verte, on se regroupe en communauté, puis on se crée des conversations sur des messageries instantanées ou des pages. Puis ça amène des réseaux de solidarité où on prête entre nous. Fait que quand on soutient des ruelles dans des fêtes comme l'Halloween ou du verdissement, on les amène à se connaître entre eux comme résidents et à dire « Hey, j'ai pas de tondeuse. Ma tondeuse a brisé. Achète-toi-en pas un autre. Viens prendre la mienne quand tu as besoin. Une perceuse. » Donc ça amène naturellement des réseaux où on se prête des choses parce qu'en plus, pas loin, c'est pas compliqué. On se joint facilement. Et puis, ça peut mener à toutes sortes de partage puis d'entraide. Puis, c'est ça aussi dans notre rôle d'élu. Comment on les crée, ces réseaux-là, pour développer la communauté et le sentiment de communauté pour que quand on vit un choc climatique, panne de courant ou inondation, t'écris sur la messagerie de ta gang de voisinage, puis on débarque s'aider, on dit « Ah, ben moi, j'ai de l'électricité chez nous. L'autre bord de la rue, il n'y en a pas. Venez chez nous si vous avez besoin. » Chez nous. Le pouvoir de la jasette. Mais honnêtement, moi, je pense que la communauté, mais juste de pouvoir être... Tu sais, tu disais qu'à Verdun, tout se fait à pied. Puis à l'île des Sœurs, c'est moins facile, mettons, je vais le dire comme ça. Mais moi, je trouve que c'est une forme de luxe de pouvoir tout ce qui se fait à pied, d'être plus près. Il y a une forme de luxe là-dedans parce que tu as plus de ressources, tu as plus de solutions qui arrivent rapidement, tu sais. Puis on veut être tissé serré. Moi, souvent, comme mairesse de Verdun, je vais dire, tu sais, on est une communauté tissé serré parce que je veux donner ce message. Même, tu sais, on est une communauté qui se transforme énormément. Là. Depuis que je suis mairesse, la population a augmenté de 10 %. Fait que c'est aussi des quartiers en transformation. Mais de continuer à transmettre ces valeurs de communauté, de respect, pour qu'il y ait cette entraide qui se perpétue. Même quand tu arrives à Verdun, tu te dis « Ah, il y a quelque chose, il y a une ambiance spéciale. » C'est comment on la crée. Fait que on crée des noyaux villageois un peu partout. Il y a bien sûr l'artère Wellington, mais il y en a d'autres. Tu sais, on travaille à créer ça à l'île des Sœurs, à la place du commerce. Sur la rue de Verdun aussi, on a créé des petits noyaux villageois, des lieux un peu partout dans l'arrondissement où on se retrouve, où, au lieu de prendre la voiture pour aller faire des courses, des fois, on dit « Ah, ben
je vais partir avec mes sacs en allant chercher tout petit à la garderie. Je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là. Là, en chemin, quand tu es à pied, tu parles bien plus avec les gens. Tu ralentis, fait que tu vois l'autre. En char, tu le vois pas. Ça, c'est rare en char que tu parles à quelqu'un. C'est la ménage. Ça m'est déjà arrivé, je t'ai pris dans le trafic. C'est rare. Oui, c'est vrai. C'est plus rare. À pied, ça arrive. Puis c'est aussi, à Verdun, on a 14 écoles publiques primaires et secondaires, anglophones et francophones, puis on a sécurisé les abords de toutes les écoles. C'est fou quand même. Pour dire 14 écoles dans un quartier. En tout cas, 10 km². C'est fou, là. Plus 4 centres de formation professionnelle. Wow. Fait que là, on s'est dit, on veut que les enfants aient envie de marcher. C'est toutes des écoles de marcheurs et pourtant, il y avait des bouchons parce que les parents parce qu'ils se déplacent en voiture pour au travail, c'est plus simple. Oui. Fait que là, on a essayé de créer l'effet de t'as le goût d'aller à l'école à pied, puis c'est le fun, tu jases un petit peu avec tout le monde en chemin, puis à la limite, tu t'entraides, tu dis, ben lundi, mercredi, vendredi, c'est moi, puis l'autre fois, c'est d'autres parents. Oui. Puis comment on a créé cette communauté-là pour que le trajet à l'école soit beau et agréable. Fait que et sécuritaire. C'est des trottoirs, c'est du verdissement, c'est de la beauté, c'est de la propreté, pour que le trajet, ça devienne comme, je vais retourner à la maison, puis je prendrai mon auto au besoin, mais tu sais, de donner envie de marcher avec son enfant ou de se rendre à vélo ou par tout autre moyen. Fait que ça aussi, c'est un chantier, là. C'est des changements qui se produisent sur plusieurs décennies, mais on voit avec les données les plus récentes une évolution en ce sens-là, parce que Verdun est un terreau fertile, justement, pour avoir un mode de vie avec une mobilité durable, donc que ce soit transport collectif ou transport actif. Puis, on a des belles rues, on a un beau territoire. Moi, je peux en témoigner, ça a changé, parce que j'ai quitté en 2006, moi. Tu sais, il y avait juste la vente de trottoir sur la Well, là. C'était ça l'activité à l'époque. Et là, je suis tourné dernièrement parce que Bianca habite pas loin. Puis j'ai fait comme, wow, OK, là, c'est un autre, même qu'on a regretté d'avoir vendu. Mais tu sais, c'était ça, parce que ça, tu sais, tu dis ça prend des décennies. Oui, mais tu sais, 2 décennies, tu sais, pas tant que ça, tu sais, dans le fond, pour arriver à un si grand changement. Ah, moi, je suis vendue, je vais dire sud-ouest, là, mais je suis vendue quand Verdun, j'habite pas à Verdun même, mais très près. Puis moi, de pouvoir aller marcher avec mon chien sur le bord de l'eau. Moi, quand je vais sur le bord de l'eau, je dis que je regarde l'océan, tu sais. J'entends le bruit des oiseaux, j'entends le bruit des petites, je vais dire pas des chutes, mais des rapides de la Chine. On entend les rapides de la Chine, puis on entend les oiseaux. Puis même la piétonisation de Wellington, juste ça, de pouvoir, c'est ça, se sentir plus libre, de pouvoir traverser sans penser, OK, faut que je regarde parce qu'il y a des voitures, de passer d'un commerce à l'autre. Puis là, en plus, les commerces, ils se mettent des terrasses comme qui prennent de la place. Fait que là, tu as le goût d'aller t'installer. Tu découvres des commerces en marchant. Tu découvres des commerces en marchant. Ouais. C'est vrai. Mais quand tu es en vélo ou à pied, tu as le temps, tu fais « Je suis tellement contente. Je connaissais pas ce café-là. » Je suis contente que tu dis ça parce que des fois, les commerçants, ils me disent « Ouais, mais moi, pendant la piéto, mon chiffre d'affaires baisse. » Je dis « Oui, mais peut-être qu'une personne qui a vu ton commerce au mois d'août, c'est un achat réfléchi, va revenir en février. » On ne le fait pas, le lien. C'est grâce à la piéto qui a porté attention à ton commerce puis qui s'est dit à la prochaine fois. Parce que c'est pas... Tu sais, il y a des achats réfléchis. Donc, on va pas voir l'impact tout de suite. Mais on espère que, c'est ça, les gens qui viennent l'été sur la Well, ils reviennent après pour soutenir les commerces à longueur d'année, parce que ça, c'est important. Moi, je vais te dire, ça m'a convaincu. Tu sais, moi, j'habite loin, là, j'habite à Terrebonne, fait que je me tiens pas à Verdun. Mais quand je vais à Verdun, en fait, j'invite d'ailleurs la gang de Terrebonne à s'inspirer de ça, mais c'est la découvrabilité. Moi, je trouve que c'est intéressant, tu sais, parce que c'est pas tous les commerces qui ont de l'argent pour faire de la pub et tout ça, mais quand tu passes devant un beau commerce, ou même, tu sais, Brick Recycle, là, qui fait son petit village, là. Oui, le village de Noël. Le village de Noël, tu sais, c'est magnifique. Sur la Wellington, Sur la Wellington, on avait été le voir. Puis, tu sais, je trouve que ça redonne le goût de la communauté. C'est un lubrifiant social. C'est vraiment L'église Notre-Dame des Sept Douleurs fait des portes ouvertes. Ils font comme un petit infotourisme. C'est ça, la communauté. Ils font une exposition chaque été dans l'église. C'est rare, les églises à Montréal là, qui ouvrent leurs portes. Ils font les Ça devient plus souvent un condo, l'église à Montréal. Crois-tu que ça va mieux qu'on pense? Je crois... oui, ça va mieux qu'on pense. Ça va mieux qu'on pense. Quand ça va pas bien, c'est souvent parce qu'on s'isole ou qu'on...
peut-être on regarde le verre à moitié plein, à moitié vide plutôt, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'exemples de choses qui vont bien. On n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, on n'a jamais été aussi nombreux à Montréal, et pourtant, tu sais, il y a une vie qui tient dans un équilibre fragile. Il y a des belles choses chaque jour, des beaux exemples d'engagement. Moi, je pense que la première chose, c'est l'engagement de la communauté, le désir du collectif, donc de l'entraide et pas juste d'aspirer à avoir plus du point de vue matériel. Je pense que comme société, on a les moyens de s'entraider et d'avoir chacun une belle qualité de vie. Puis je pense que les villes sont des terreaux d'innovation pour tester des choses à petite échelle pour ensuite les répliquer. Puis à Montréal, on les réplique. Même à Verdun, je les réplique par quartier, par rue. Puis après ça, d'autres arrondissements viennent répliquer. Puis moi, j'ai copié des affaires des autres aussi. Tout le monde s'inspire. Puis, comme tu disais, tu sais, Terrebonne va s'inspirer de Montréal. Puis à Montréal, on s'inspire de toutes les municipalités aussi. Là, ça va dans les deux sens. Et puis, quand on sent qu'on crée ce mouvement-là où il y a des solutions à notre portée, puis on a une force collective, on est capable. Moi, je pense que oui. Puis moi, j'invite les personnes à l'engagement, qu'il soit politique ou autre. Je pense que ça donne un sens à la vie, puis ça donne espoir aussi. On est du côté de la solution. Je pense que quand on est du côté de la solution, ça va mieux qu'on pense. Puis on disait que la joie, l'espoir et l'amour sont les 3 plus gros moteurs de changement plus que la peur. La joie, l'espoir et l'amour, oui. Oui, plus que la peur. Oui. Alors qu'on valorise la peur. C'est très beau, ça aussi. On finit sur une belle note. Oui, merci pour l'invitation. D'avoir été avec nous. C'était vraiment intéressant. Félicitations pour toutes les innovations que tu as mises en place, pour ton implication, ton engagement. Puis on va continuer à te suivre quand même. Tu gardes ton rôle auprès de la transition parce que tu ne te représentes pas, mais tu gardes ton rôle auprès de la transition, du comité de la transition écologique. Je resterai une citoyenne engagée, ça c'est certain. Puis j'invite, moi, les gens à aller prendre une marche sur la Wellington. Ou les autres petits points quartiers. Les autres petits points. Commencez par la découvrabilité douce de Wellington. Vous découvrirez d'autres choses. Et surtout, à partager cette vidéo-là parce qu'il faut inspirer. C'est ça le but de la tournée des villes, c'est d'inspirer les autres villes avec ce qu'on fait chez nous pour rendre meilleure la collectivité. Alors, partagez la vidéo, likez, commentez. Si vous avez des idées dans votre ville qu'on n'a pas parlé, écrivez-la parce que les gens vont pouvoir se l'approprier, l'implanter je dirais, le pouvoir citoyen est beaucoup plus fort qu'on pense. Ça, c'est important. Des fois, l'impact n'est pas visible tout de suite, donc on pense qu'on n'a pas été entendu. Mais ça vaut la peine. Ça fait son chemin. Ah oui. On plante des petites graines, puis ça vaut la peine comme citoyen de s'impliquer, ça c'est clair. Hey, merci pour cette Merci à vous. Merci à tout le monde. On se revoit dans un autre épisode de la série spéciale La tournée des villes, ça va mieux qu'on pense. Bye! La tournée des villes, ça va mieux qu'on pense est fièrement présentée par Montoni.